Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame la semaine de la haute couture, si je suis à l'heure dans mon montage. J'avais envie de parler de la haute couture, plus précisément de la raison pour laquelle il faut décoloniser la haute couture, décoloniser notre regard sur cet art méconnu. C'est assez compliqué dans la mode, c'est en fait la forme d'expression de la mode la plus noble, la plus codifiée, c'est un statut qui n'existe qu'à Paris, quelque chose d'assez constitutif de notre culture française, de notre culture parisienne. J'ai trouvé un article dans Le Monde qui définit la haute couture comme suit: c'est l'un des symboles de la France. Au même titre que la Tour Eiffel ou la baguette de pain, la haute couture fait rayonner le savoir-faire hexagonal à travers le monde. Il y a vraiment une espèce de fierté de savoir-faire made in France, quelque chose d'assez inédit, puisque la haute couture c'est aussi juridiquement une appellation protégée. N'importe qui ne peut pas faire de haute couture, hein. Il y a vraiment tout un tas de règles et de lois, mais on va y venir. C'est assez questionnant de se dire qu'elle appartient à une culture spécifique, à savoir la culture blanche occidentale. Dans cette vidéo, j'ai un petit peu envie de m'interroger justement sur ce regard qu'on pose sur la haute couture. J'ai envie de penser à qui fait la haute couture. C'est un questionnement qui est fondamental dans la mode, mais qu'on se pose peu aussi sur cette chaîne, donc j'ai envie d'apporter un peu toutes ces questions-là. D'abord, dans un premier temps, je vais évidemment un petit peu retracer les jalons historiques de la haute couture, ce savoir-faire made in France. Ensuite, dans un second temps, je vais utiliser l'anecdote pas si anecdotique de la peacock dress. Enfin, dans un troisième temps, on va parler de Le Sage, la maison de broderie qui s'installe en Inde. Et dans un quatrième temps, on va parler du problème, selon moi, assez fondamental et que recouvre toutes ces questions, qui est un problème de reconnaissance. Let's go! C'est en 1868 que la chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes est créée par Charles Frédéric Worth, un grand couturier à qui on doit donc la naissance de la haute couture. En gros, ce moment, ça marque le commencement, le lancement de la haute couture en tant qu'institution, comme une organisation légale, sociale et économique. Mais il faut attendre 1911 pour que de la chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes, un petit peu long, on passe à la création de la chambre syndicale de la couture parisienne. Ce moment-là, en 1911, il est assez important parce qu'il marque une scission. La haute couture, ce n'est pas de la mode normale, ce n'est pas de la confection. En créant la chambre syndicale de la couture parisienne, ça veut dire qu'en fait, il y a couture d'un côté, confection de l'autre, et que ce ne sont pas les mêmes choses. La couture, ça met l'emphase sur la créativité, sur le luxe, c'est noble, alors que bon, la confection c'est industriel, c'est beaucoup moins noble, moins riche. La Dream Team alors, à cette époque, dans les années 20, dans les années 10, dès le lancement de la haute couture, de la chambre syndicale, c'est Frédéric Worth, évidemment, c'est aussi Jacques Doucet, un styliste qui a été un petit peu oublié par l'histoire, Paul Poiret, Jeanne Lanvin. Seulement, un truc arrive et qui va un petit peu leur mettre des bâtons dans les roues, ça s'appelle la guerre, et les États-Unis vont ouvrir leurs bras à ces couturiers parisiens en leur disant mais venez, on vous accueille. Sauf que ces derniers ne veulent pas aller aux États-Unis parce qu'ils ont peur que la grosse machine US récolte leur savoir-faire et leur prestige et que eux finalement en pâtissent. Du coup, non, ils restent à Paris. Seulement, la Deuxième Guerre mondiale arrive très vite après, mais c'est à ce moment-là, et c'est assez intéressant, que la haute couture va devenir un véritable champ de bataille économique, social, culturel, puisque les Allemands vont
tout faire pour faire s'écrouler la couture parisienne. Ils vont vouloir dominer la production française et faire disparaître la haute couture parisienne. C'est pour ça que dès janvier 1945, les couturiers se réunissent et ils vont chercher à se protéger. La haute couture devient une désignation d'origine contrôlée, faisant de Paris la seule ville où la haute couture peut être présentée avec les défilés de haute couture, avec tout un tas de règles et de conventions en fait sans lesquelles une maison ne peut pas se revendiquer de haute couture. Avec les 2 semaines de défilés, une en janvier cette semaine et une en juillet, et tout un tas de critères. Par exemple, il faut que ça soit un travail réalisé à la main dans les ateliers, il faut qu'il y ait absolument 2 ateliers, un atelier flou et un atelier tailleur, tailoring. À l'heure d'aujourd'hui, on a 16 maisons permanentes, dont Dior, Chanel, Schiaparelli, Jean-Paul Gaultier, pour citer les plus connus. Et il y a aussi les membres correspondants, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui ne sont pas basés à Paris, mais qui sont invités à venir défiler lors des semaines de la haute couture. C'est le cas notamment de Armani, de Fendi, ou de Valentino pour ne citer qu'elle. Voilà très rapidement une petite overview de ce qu'est l'histoire de la haute couture pour déjà signifier tout l'enjeu de revendication française, de patrimoine à la française qu'il y a dans l'histoire même de la haute couture. Maintenant, j'ai envie de vous parler de l'anecdote de la peacock dress, de la robe pan, littéralement. En gros, cette anecdote, c'est l'anecdote de Lady Mary Curzon en 1903. C'est une aristocrate anglaise d'origine américaine et elle doit se rendre à un bal à Delhi. Pour ce bal, elle choisit de revêtir une robe pan confectionnée à la main, plume après plume, fil après fil, et cette robe va captiver l'audience réellement. C'est une soirée très importante à laquelle elle assiste puisque elle fait suite au Durbar de Delhi. Le Durbar, c'est un mot d'origine persane qui veut dire court en hindi et en ourdou, et en gros ça désigne des rassemblements faits pour marquer l'avènement d'un empereur ou d'une impératrice des Indes dans le cadre de l'Empire britannique. Et donc là, c'était le point d'orgue du mandat de Lord Curzon, le mari de Lady Mary Curzon, en tant que vice-roi des Indes. Donc c'était très important pour elle d'être impressionnante par sa robe, de montrer la richesse de l'Empire britannique, etc. D'impressionner finalement les princes, les rois, les dignitaires indiens. La robe, évidemment, a tout de suite attiré l'attention de la presse internationale et elle a propulsé Lady Curzon au rang de fashionista. La hit girl de l'époque, quoi. La robe, aujourd'hui, elle a été donnée par la fille de Marie au National Trust, qui est une organisation nationale au Royaume-Uni. Et sur le site, quand on consulte la page de la Peacock Dress, il y a inscrit que c'est un National Trust Treasure. Alors certes, le National Trust a fait un travail de conservation énorme pour cette robe, mais c'est assez ironique pour eux d'écrire que c'est un National Trust Treasure, connaissant l'histoire de cette robe dont je vous parle tout de suite. La robe a été réalisée dans un tissu traditionnellement porté par les souverains de la cour moghole et elle est caractérisée par le motif de la plume de pan. Or, c'est aussi un important symbole hindou, particulièrement associé à un dieu et une déesse hindoue, Krishna et Sarasvati. Il faut savoir qu'elle a été cousue entièrement à la main en Inde, brodé au fil d'or, à l'atelier de Kisan Chand. Le tissu, une fois qu'il était finalisé, il a été envoyé in Paris à la maison Vort pour que la maison Vort procède au montage de la robe. Ils en ont fait en fait une robe en 2 pièces composée d'un corsage et d'une jupe, avec un corsage orné de dentelle, une jupe en satin de soie, doublée d'une mousseline de coton, elle-même ornée de fleurs en soie. Bref, c'est une robe hyper noble, c'est une robe de haute couture, tout simplement. Puis, une fois que le montage a été fait, elle a été renvoyée en Inde pour le Durbar, pour que Lady Curzon puisse la porter lors de sa fête. À cette occasion, le tissu a ensuite été recouvert de centaines d'ailes de scarabée. C'est assez exceptionnel le travail en fait qui a été prodigué sur cette robe. Il faut savoir que la robe, elle pèse 4,5 kg parce qu'elle a été recouverte de broderies en fil métallique hyper lourd, notamment en argent et en or. Donc elle est très lourde. Je pense que c'est pas la robe la plus confort, mais ma foi c'est la robe la plus impressionnante, donc ça a fait le taf pour le Durbar. Lady Curzon est arrivée en mode queen, elle a fait sans sas. Bravo. Évidemment,
À l'époque, Vort, il est déjà assez connu dans le milieu, hein, ça fait quand même 10-20 ans qu'il est connu en tant que couturier. Il se considère déjà comme un artiste, il est assez prétentieux, Vort. En fait, c'est à partir de lui qu'on a conçu la haute couture comme étant de l'art. C'est à partir de lui que finalement ce sont les clientes de haute couture qui demandaient des conseils aux couturiers et pas l'inverse. Ce ne sont pas les clientes qui donnaient des indications aux couturiers ou le couturier qui leur demandait des conseils sur comment est-ce qu'ils devaient faire leur robe. Donc il y a eu un transfert en fait à partir de Frédéric Vort. À partir de ce moment-là, déjà en 1902, un an avant la Peacock Dress, la société tombe aux pieds de Vort. Évidemment, face à un personnage pareil, les petites mains de l'atelier de Kisan Chand en Inde ne font pas le poids et on les oublie très vite. En fait, à l'époque, les gens ne savent même pas. On considère donc que c'est Vort qui a fait la robe, c'est lui qui l'a signée, c'est lui le couturier, le créateur. La question que j'ai envie de poser dans cette vidéo, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est censé aller de soi que c'est à Vort que revient finalement la paternalité de cette robe alors qu'elle a passé des mois en Inde, qu'elle a été conçue de toutes pièces aussi en Inde par toutes ces petites mains qui ont été oubliées, évincées de l'histoire, évidemment. Il ne faut pas croire que cette problématique n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours le cas et en fait, on n'est pas forcément au courant de comment sont faites les pièces de haute couture et de par où elles passent sur le globe avant d'atterrir à Paris pour la semaine de la haute couture. Et j'ai envie de vous en parler en parlant notamment de la maison de broderie Le Sage, qui est une maison extrêmement connue, parisienne, qui a été rachetée par Chanel il y a quelques années, qui prodigue les plus beaux tissus, les plus belles broderies à la plupart des grandes maisons de haute couture parisiennes, hein, franchement. Et il faut savoir que Le Sage recourt à des savoir-faire, des artisanats typiquement indiens en fait, et on n'en sait rien. On pense toujours que Le Sage c'est synonyme d'un savoir-faire parisien, et c'est le cas aussi, mais pas que. Et c'est dans cette espèce de petite omerta que je trouve que ça pose un vrai problème. Jean-François Le Sage, c'est le fils de Le Sage père qui a fondé la maison de broderie. Il a en effet établi un atelier dans le sud de l'Inde. Alors pourquoi est-ce que Jean-François Le Sage, il veut travailler avec les petites mains, les brodeurs indiens? Il dit, je cite, « Les petites mains françaises sont exposées aux tendances. Elles se considèrent comme un filtre capable de traduire en broderie les mots clés et les points cruciaux exprimés par les clients et les stylistes. Les brodeuses du sud de l'Inde sont modestes et courageuses. Leur humilité les pousse à travailler dans la discrétion. » Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette citation qui nous fait un peu grincer des dents. Stop, c'est la voix du montage qui parle. Après avoir tourné la vidéo, je suis tombée sur un article du Monde dans lequel Jean-François Le Sage est également interviewé et où tient des propos qui me semblaient importants aussi d'insérer dans la vidéo et à ce moment-là particulièrement pour que vous vous rendiez compte un peu du ton paternaliste qu'il peut employer, qu'il peut avoir vis-à-vis des artisans qui travaillent pour lui en Inde en fait. Donc il dit, je cite, « Certaines commandes ne peuvent être réalisées qu'ici. Une ouvrière française ne pourrait jamais par exemple broder 74 000 abeilles. En Occident, il n'y a aucun plaisir à la répétition. En Asie, il existe en revanche une certaine fierté à exécuter des travaux gigantesques. La répétition d'un motif n'est pas considérée comme une punition. Veut-il croire ?» Et ce petit « veut-il croire » exprime tout, il me semble. La première, c'est un peu ce ton paternaliste, et en fait, elle est tirée d'un article écrit par un journaliste qui s'appelle Namrata Zakaria. Je vous mettrai le lien dans la bio, évidemment. On sent que le journaliste est extrêmement agacé tout au long de l'article par cette espèce de ton un peu paternaliste que peut avoir Jean-François Le Sage, et ce regard finalement purement intéressé en omettant totalement le fait que c'est un coût de production bien plus faible aussi que les couturières françaises à Paris dans les ateliers directement Le Sage en réalité. En réalité, il faut aussi savoir que quand on pense au luxe, quand on pense à la haute couture, si je vous dis haute couture, vous avez sûrement l'image d'une robe en tête, ornée d'énormément de broderies. C'est vraiment le travail de l'ornementation. L'idée d'ornementation est intrinsèquement liée à la haute couture parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus noble dans la mode. Pas que, mais en tout cas, il y a cette idée de richesse. Or, le travail d'ornementation et de broderie, avec toute une imagerie de motifs, ce sont
des artisanats, des savoir-faire typiquement indiens également. Et ça, on n'en sait rien. Par exemple, le zardozi, c'est un motif qui vient de la tradition persane. C'est une broderie assez lourde en réalité, qui est réalisée en fil d'or ou d'argent avec des perles. Et la haute couture, elle est intrinsèquement liée à ces idées d'ornementation, de broderie, qui ne sont pas occidentaux, ou pas exclusivement occidentaux. Jean-François Lesage dit également, je cite, la palette de couleurs, la superposition audacieuse des techniques sont maîtrisées en Inde, bien mieux que dans n'importe quelle autre région du monde. C'est pourquoi elle est pour moi et mon équipe indo-française une source d'inspiration permanente que nous utilisons dans tous nos travaux depuis New York, Paris, Londres, Dubaï ou l'Inde. Soit, c'est très gentil de sa part d'affirmer, de revendiquer le fait qu'il y ait une véritable inspiration qui vient de la technique indienne. Le problème, évidemment, c'est que cette connaissance, cette revendication, cette reconnaissance, elle ne descend pas plus bas que Jean-François Lesage en fait. Jean-François Lesage, quand il livre aux maisons qui lui commandent des broderies, Chanel, Dior, Schiaparelli, etc., il donne ses broderies sous le nom de Lesage. C'est pour ça qu'on ne remonte jamais à qui a fait le tissu ou qui a participé à la fabrication de ce tissu-là. Ce qu'il faut savoir, et il ne faut pas simplement jeter la pierre sur Jean-François Lesage, c'est qu'il leur a proposé un salaire mensuel plutôt que journalier, avec des heures normales de travail, des congés, une assurance médicale de santé, etc., etc. Donc un cadre de travail plutôt safe, etc. Or, comme je le disais, dans cet article, on sent aussi beaucoup l'ironie de l'auteur qui voit et dénonce aussi dans toute cette pratique une forme de paternalisme et qui dit aussi entre les lignes, bon ben c'est très bien de faire travailler les artisans en Inde, de dire que la haute couture n'existe que grâce à leur savoir-faire, qui est un savoir-faire que les artisans parisiens n'ont pas forcément, etc. C'est bien beau, c'est génial, thank you. Mais en attendant, personne ne le sait en fait, ça ne descend pas plus bas que Jean-François Lesage, cette connaissance en fait, cette reconnaissance du talent des brodeurs indiens. On a un vrai problème là, qui est un problème, il me semble, de reconnaissance. J'ai lu un article très intéressant écrit par Sujata Assomul, qui a été écrit en 2022, en juin 2022. Le titre c'est The Indian Artisan Behind Paris Couture, Recognition at Last ? Point d'interrogation. Donc en fait tout le problème c'est qu'on ne reconnaît jamais la contribution des artisans indiens dans les collections haute couture. Non seulement déjà les artisans indiens n'ont pas du tout de reconnaissance, mais en plus de ça, il y a un seul couturier créateur indien qui a été invité à défiler lors des semaines de haute couture en 2020 à peine, et il s'agit de Rahul Mishra. Alors ces créations, elles sont sublimes, elles sont hyper maximalistes, il y a un travail de broderie, d'empiècement qui est énorme, le traitement des couleurs, c'est sublime. On voit aussi une forte tradition indienne justement de tous ces savoir-faire là dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il faut aussi attendre 2022 pour qu'on commence à parler justement de l'Inde comme une contributrice essentielle à la haute couture dite parisienne. Maria Grazia Chiuri, elle a fait un défilé et elle avait commandé une tapisserie gigantesque à 2 artistes indiens et l'ensemble de cette tapisserie a été réalisé à l'école d'artisanat Chanakya de Mumbai, avec laquelle Chiuri collabore assez fréquemment en réalité, puisqu'elle demande souvent à cette école de réaliser des empiècements, des broderies, etc. pour elle aussi. Cette tapisserie, elle a été créée par 320 artisans et elle a été faite en plus de 200 000 heures de travail. Au sortir de ce défilé, où a été du coup exposée la tapisserie, Chiuri a annoncé, je cite, « Dans la tradition eurocentrique, nous avons parlé de l'excellence de pays comme la France et l'Italie. Pour ce faire, nous avons négligé ou sous-estimé d'autres histoires qui sont fondamentales pour comprendre la richesse qui définit la contemporanéité à l'échelle mondiale. Mettre en lumière l'histoire et le savoir-faire extraordinaire de l'Inde est une façon concrète de parler le langage de l'inclusion et de la diversité.
une façon fondamentale de raconter l'histoire complexe et en constante évolution de la haute couture d'aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le textile, c'est le deuxième employeur en Inde, donc c'est quand même énorme. Il faut aussi savoir que la broderie à la main, c'est un sous-secteur spécialisé. Et les exportations de broderie et de crochet, elles ont été évaluées à 463 millions de dollars en 2020-2021, selon le gouvernement indien. Et la France figure parmi l'un des tops des destinations, quoi. Donc vraiment, en France, on fait beaucoup appel à cet artisanat-là, à cette main-d'œuvre-là, en fait. Du coup, en conclusion, j'ai un peu envie de parler du fait que même si la haute couture, c'est, comme je le disais, très important de débloquer un peu toutes ces problématiques dans la haute couture, parce qu'elle symbolise aussi une excellence parisienne, etc. Évidemment, le problème ne s'arrête pas à la haute couture dans la mode, hein. C'est tout notre regard sur la mode qu'il faut rectifier, parce que cette conception, en fait, de la mode, elle relève d'une violence symbolique très forte et elle pose la question de qui est en droit de détenir la mode, de la produire, de la porter, etc. Remettre en question un peu tout ce rapport-là qui reste un rapport de force, un rapport de domination culturelle, d'hégémonie culturelle, etc. Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà suffisamment long, c'est une question qui est très compliquée, que j'espère avoir traitée avec le plus de justesse possible. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à apporter vos réflexions, vos exemples si vous en avez. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker la vidéo, pourquoi pas la partager. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Fashion Quiche. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée.